Contre-visite pour les employeurs avec au total 200 000 contrôles chaque année. Les collectivités territoriales sont elles aussi appelées à faire des économies et selon le rapport annuel de la Cour des comptes, elles ont été raisonnables. Confrontées à la baisse de leur dotation, elles ont réduit leur train de vie depuis 2014. Mais les plus petites communes ont eu beaucoup plus de mal à tenir leurs dépenses. Illustration à Joigny, dans Lyon, avec Julien Bigard et Régis Maté. Ici, dans cette ville, les dépenses de personnel ont augmenté l'an dernier, après des années de baisse, plus 5% en un an. La dernière grosse dépense de la mairie de Joigny, la voici. 2 recrues pour la police municipale. Oh bah oui, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Un coût supplémentaire de 60 000 € par an. Je pense que dans les petits villages, c'est sécurisant pour les administrés d'avoir quelqu'un en tenue qui représente un peu la force. Et il n'y a pas que dans la police. C'est dans cette crèche que la mairie a le plus recruté. Alors ici, vous êtes dans la micro-crèche que nous avons ouverte en 2016, avec 7 agents. 70 000 € à débourser en plus chaque année. Le président de la communauté de communes assume cette dépense. Oui, ça coûte très cher, mais la politique locale, ça ne peut pas être qu'une ligne comptable vue par la Cour des comptes. C'est aussi de l'humain et des services à rendre, notamment dans le milieu rural. On ne peut pas concentrer tous les services dans les métropoles. Mais il y a des embauches dont il aurait préféré se passer. L'État transfère de plus en plus de compétences à sa commune. Exemple, une étude d'urbanisme avant la délivrance d'un permis de construire. On a dû recruter un nouvel agent. Une embauche à 37 000 €. Alors quand la Cour des comptes critique les hausses de dépenses des petites communes, l'élu se fâche. On a du mal à vivre une fois par an, d'être pointé aux yeux de la population, aux yeux de nos concitoyens, comme étant des mauvais gestionnaires. On se dit parfois que l'État a le beau rôle, puisque l'État fait des annonces, mais que, en tout état de cause, c'est nous qui payons, et les collectivités qui payent. La mairie n'a pas renouvelé certains contrats, mais cela n'a pas suffi. Les frais de personnel ont augmenté de 300 000 €, et pour l'opposition, cet argent aurait pu être mieux utilisé. Est-ce que ces 300 000 € ont créé des emplois? Est-ce qu'ils ont créé de la richesse? Est-ce qu'ils ont créé du bien-être pour les Juvignois? Je pense pas. Dans les villes de moins de 30 000 habitants, les dépenses en personnel ont augmenté presque 2 fois plus vite l'an dernier que dans les grandes agglomérations. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Le gouvernement a décidé de ne plus baisser les dotations des collectivités locales, mais il leur demande de limiter l'augmentation de leurs dépenses. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, alors en tout cas, cette année, les collectivités ont été très sages. Leurs dépenses de fonctionnement n'ont augmenté que de 0,9%. Un sérieux coup de frein après la hausse de 1,5% l'an dernier. D'où viennent les efforts, les économies ? Alors, essentiellement, en général, sur les frais de personnel. Ils augmentaient de 2,7% l'an dernier, seulement 1% cette année, c'est une moyenne, bien sûr. Alors, 3 raisons pour expliquer cette prouesse. D'abord, la modération salariale avec le gel du fameux point d'indice. Par ailleurs, le jour de carence a été réintégré, c'est-à-dire un jour non payé en cas de maladie. Enfin, la baisse des contrats aidés a réduit les effectifs. Et est-ce que les collectivités locales ont augmenté leurs impôts pour tenir leur budget ? Oui, les recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts locaux, ont augmenté de 4,8% cette année. Alors c'est un peu plus que l'an dernier, ce qui a permis de compenser les baisses de dotation de l'État déjà programmées. Merci Jean-Paul. Le gouvernement vole au secours de l'acierie Ascoval. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire promet de trouver une solution d'ici 5 semaines. Il en discute avec le repreneur probable Altifort. Le site, qui emploie 270 salariés, est en redressement judiciaire depuis le début de l'année. Camille Gutin et François Desraux sont allés à la rencontre de ses employés. Elle fait partie des fleurons de l'acierie française. L'usine Ascoval ex-Vallourec dans les Hauts-de-France est en sursis, en attente d'un repreneur. Dans ma rue est allée à la rencontre de ceux qui se demandent si leur usine sera sauvée. C'est juste pour savoir quel est votre sentiment à 2 jours d'avoir la décision si Ascoval va être repris ou pas. Mon sentiment, déjà, je le sens très mal. Je sens qu'on est vite abandonné et ça fait longtemps qu'on traîne comme ça. Donc, En gros, vous avez l'impression qu'on n'a pas fait assez pour vous ? Ouais. Je suis quand même inquiet parce que j'ai pas beaucoup de bagages, je vais pas retrouver un autre boulot, quoi. On n'est pas soutenu, on n'a aucune information, on ne sait pas où on va, si on va droit dans le mur, si ça continue. Non, on ne sait pas du tout.
En face de l'usine, les habitants de ce lotissement ont peur d'un immense gâchis dans une région durement touchée depuis 50 ans par les fermetures. Si l'usine ferme, qu'est-ce que ça pourrait changer? On va perdre de l'industrie, on va perdre notre savoir-faire. Il y a aussi dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui travaillent chez Vallourec. Et je pense que ça va faire du mal à Saint-Sauf, quoi. On n'a pas envie de la perdre, cette usine. Ça fait des années qu'on est ici, on est toujours connus. J'ai des amis qui travaillent là-bas et c'est une source du chômage, quoi. Vous avez l'impression, quand je vous écoute, que finalement, c'est un problème presque politique. En gros, on n'a pas fait assez politiquement pour ces entreprises-là. Tout à fait, parce que dans le temps, le Nord était une région où il y avait le maximum de sociétés. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Moi, je dis le Nord, ils ont voulu appeler ça la ville verte, la région verte. Ils l'ont, la région verte. Hein. Pour les syndicats, aucune raison de fermer l'usine entièrement modernisée, il y a quelques années seulement. Est-ce que c'est pas finalement la fin de l'acier français? Cette aciérie est rentable. Les marchés de l'acier existent. Ils repartent d'ailleurs sérieusement à la hausse depuis plusieurs mois, voire une paire d'années. Tous. Donc on considère qu'il y a un marché pérenne pour cette aciérie. En face de l'usine, dans la commune de Saint-Saulve, la maire se désespère. Elle demande l'aide de l'État pour venir soutenir un éventuel repreneur. Bonjour. Enchantée, Camille. Quand il est venu, M. Macron, en tant que ministre, moi je lui ai fait confiance. Donc pour le moment, je ne sais pas ce qu'il en pense. Vous, est-ce que vous avez l'impression que tout le monde fait assez? Vous disiez, ça fait 40 ans que je suis là. Non, mais pour qu'il fasse surface, il faut absolument que tout le monde se mouille. Tous les salariés de l'usine attendent désormais la décision du tribunal sur leur sort, avec l'espoir qu'un repreneur puisse de nouveau faire tourner l'aciérie du nord de la France. Nordal Lelandais a parlé. Il a reconnu avoir porté plusieurs coups à la petite Maëlys. Par ailleurs, il a livré des informations sur le lieu du crime. Hier, lors d'une reconstitution de la soirée du drame, le convoi s'était longuement arrêté sur un parking. Sophie Rodier est notre bureau de Lyon. Sur le parking de ce supermarché de Pont-de-Beauvoisin, Nordal Lelandais a répété aux gendarmes sa nouvelle version des faits. Derrière ses draps, il a reconnu avoir frappé à plusieurs reprises Maëlys. Une révélation qui met à mal la thèse de l'accident qu'il soutenait jusqu'à présent. 7 heures de reconstitution la plus réaliste possible. Voici la voiture utilisée par Nordal Lelandais lui-même le soir des faits. Elle est conduite par un gendarme. À ses côtés, un mannequin vêtu de blanc qui représente la petite fille. Première étape de la reconstitution, 20h40, à la salle des fêtes où Maëlys a disparu il y a 1 an. Puis 2 heures plus tard, direction le centre commercial où il se serait rendu juste après. Puis, le domicile de ses parents à Domessin. Enfin, à 1h15 du matin, dernier arrêt dans le massif de la Chartreuse, là où a été découvert le corps de Maëlys. Les parents de Maëlys ont assisté à la reconstitution. Ces nouveaux aveux sont une avancée dans l'enquête, mais de nombreuses questions demeurent. Notamment, Maëlys est-elle morte à la suite des coups portés par Nordal Lelandais ou accidentellement, comme il continue de l'affirmer? Le navire humanitaire l'Aquarius va pouvoir accoster à Marseille, mais seulement après avoir débarqué les 58 migrants qu'il transporte à Malte. Paris est parvenu à un accord. La France, le Portugal, l'Allemagne et l'Espagne vont se partager l'accueil des réfugiés. L'Italie, elle refuse toujours que le moindre naufragé pose le pied sur son sol. Et le gouvernement va plus loin. Il vient d'adopter un décret-loi qui restreint encore l'accueil des migrants. Ne pourront entrer que ceux qui ont un comportement méritoire ou qui fuient des calamités naturelles. Tout immigré commettant un vol, des violences ou un cambriolage sera immédiatement expulsé. Alban Mikosi et Florence Crimon. Matteo Salvini savoure une victoire. En imposant à la coalition sa loi sur l'immigration, il sait que le discours va plaire à son électorat. Je suis en faveur des Italiens et des vrais réfugiés, qui sont très peu nombreux. Aux côtés du chef du gouvernement, Giuseppe Conte, réduit au silence, le ministre de l'Intérieur a défendu son texte. 42 articles, dont 2 mesures principales. La suspension de la demande d'asile pour tout étranger qui commette un délit et la limitation drastique des séjours humanitaires. En clair,
Les demandeurs d'asile en attente d'études de dossier devront rester dans ces camps d'hébergement. Selon le ministre de l'Intérieur, sa fermeté obtient des résultats. Du 1er juin au 21 septembre 2017, 43 000 migrants avaient débarqué. Il n'y en a eu que 7 000 cette année. Cet après-midi, quelques militaires gardaient nonchalamment le centre d'accueil de Tarente, une grande ville du sud. Les bâtiments sont vides, il n'y a plus de réfugiés, aucun navire n'est arrivé ici depuis des mois. À Tarente, 150 000 habitants, on estime à 1400 le nombre d'étrangers en attente de papier. Beaucoup se cachent, quelques-uns essaient malgré tout de s'intégrer. Dans cette association, des cours de langue rassemblent ceux qui espèrent rester de manière légale en Italie. Parmi eux, un homme qui s'est enfui de Bassora en Irak en 2013, ni proche du gouvernement, ni proche des islamistes, il refuse l'idée de retour. Moi qui viens d'Irak, je devrais rentrer selon eux dans mon pays. Mais si je le fais, je ne tiens même pas une heure là-bas. Simona Fernandez gère l'aide aux migrants à Tarente. Pour elle, l'équation immigration égale insécurité est au contraire facilitée par la nouvelle loi. Quand une personne est sans document pour vivre dans la légalité, elle devient facilement une proie pour servir de petite main à la mafia locale. Matteo Salvini se rendra jeudi en Tunisie pour demander aux autorités de lutter plus efficacement contre le trafic en Méditerranée, quitte à offrir aux Tunisiens des bateaux pour les gardes-côtes, ainsi que l'Italie le fait déjà en Libye. Manuel Valls sera bien candidat à la mairie de Barcelone, la ville où il est né il y a 56 ans. Depuis, l'Espagnol est devenu français, maire d'Évry, député, ministre et Premier ministre. Manuel Valls a également annoncé qu'il allait démissionner de l'Assemblée nationale. Devenir un trader riche et célèbre, c'est ce que promet une application qui prétend former de jeunes internautes contre la somme de 150 € par mois. L'autorité des marchés financiers s'inquiète de voir prospérer ce qui ressemble bien à une escroquerie. Ambroise Bouleix et Laurent Desbois ont quand même tenté l'expérience pour l'œil du 20h. Parfois, à l'œil du 20h, on s'égare un peu sur les réseaux sociaux et on découvre des jeunes gens dont les vies font rêver. Belles voitures, vacances au soleil, ils ont une vingtaine d'années et se vantent de faire fortune dans la finance grâce à leur téléphone. Allez croire, nous aussi on pourrait y arriver. Alors on a tenté l'expérience. Derrière ces promesses, il y a une société basée aux États-Unis dont les membres proposent via les réseaux sociaux des formations en ligne de traders pour boursicoter sur les marchés. Ce mois-ci, ils organisent des présentations un peu partout en France. 700 personnes à Paris le week-end dernier. En caméra cachée, nous nous sommes invités à celle de Bordeaux. Sur place, une cinquantaine de personnes, entre 18 et 30 ans, tous conviés via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qui dans cette salle a un téléphone sur lui? Levez la main, s'il vous plaît. Ok. Qui aujourd'hui dans cette salle sait faire de l'argent avec ce téléphone? Aujourd'hui, vous allez pouvoir bénéficier de 3 packs différents. La promesse est alléchante. Ces animateurs vendent des formations en ligne pour devenir trader contre un abonnement de 130 à 170 € par mois. À la sortie, un étudiant est convaincu. En fait, cette société-là, il faut la voir comme une université, tu vois. C'est-à-dire qu'elle fournit des formations, tu vois, pour 130 € le mois. L'école de trading, c'est 15 000 € l'année. En fait de formation, des visioconférences en ligne. Que valent-elles? Nous les avons montrées à un professeur de finance, pas vraiment convaincu. Tout ça a l'air quand même assez loin de ce qu'on fait aujourd'hui quand on veut former les gens sur ce genre de choses de façon rigoureuse. Si ce système a du succès, c'est qu'à côté des formations, il offre une autre forme de revenu, non pas en jouant sur les marchés, mais en recrutant de nouveaux abonnés. Un système en forme de pyramide. En recrutant 3 nouveaux abonnés, les cours en ligne deviennent gratuits. 9 autres, et l'on touche 500 $ par mois. Puis 1000, 2000, 4500, toujours plus, en fonction du nombre de clients recrutés. Pour une minorité qui s'enrichit, une armée de perdants. Au téléphone, un jeune homme se confie. Pendant 2 ans, il a espéré s'enrichir avec ce système. Et je dirais que c'est une arnaque pour ceux qui viennent d'arriver, parce que si la personne n'arrive pas à recruter, finit par payer tous les mois une sacrée somme, quoi. Pourtant, ces promesses d'argent facile font rêver les plus jeunes. Cette professeure d'économie a découvert qu'un élève de première tentait de recruter ses camarades au lycée. On m'explique en gros qu'un élève du lycée est apprenti trader et gagne de l'argent. Et il s'avère que cet élève ne vient plus en classe depuis 3 mois. Il était très bon élève jusqu'en décembre. Et en décembre, il a arrêté de venir en classe. Dans la cour du lycée, sa prétendue richesse fascine. Il nous montrait ça sur Snap.
Il mettait, voilà, argent facile. Il était comme dans une secte. Il pensait qu'à ça, c'était sa vie. Il a mis ses études entre parenthèses et tout ça. Enfin, vraiment, il se voyait vivre de ça toute sa vie, quoi. Aujourd'hui, cet élève aurait repris les cours. Nous avons sollicité les représentants de cette société qui mettent en scène leur réussite financière en vidéo. Pas de réponse. En dehors des réseaux sociaux, ils fuient la publicité. Ils font ça de manière relativement discrète, c'est-à-dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils n'en parlent jamais totalement publiquement et ils vont directement toucher les jeunes, leurs cibles, sans que les parents se rendent compte forcément derrière que leur adolescent, leur enfant, sur Snapchat, reçoit des messages de quelqu'un qui lui promet monts et merveilles. L'an dernier, l'autorité des marchés financiers publiait une mise en garde contre une société similaire, rappelant qu'elle ne bénéficie en France d'aucune autorisation pour exercer une activité régulée et visait tout particulièrement un public très jeune, dont des lycéens. Mais en passant par les réseaux sociaux, ce système de vente de formation en ligne échappe aujourd'hui en France à toute réglementation. L'impossibilité d'avoir un enfant est une souffrance qui doit être prise en compte. C'est l'avis du comité d'éthique qui ouvre la voie à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Il reste en revanche fermement opposé à la gestation pour autrui. Le point sur l'ensemble de ces recommandations avec Anthony Joly. PMA, fin de vie, don de sperme. Autant de sujets sur lesquels le comité d'éthique a donné son avis aujourd'hui. Premier point très attendu, l'extension de la procréation médicalement assistée. Le comité d'éthique est favorable à l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules. Selon le comité, l'impossibilité d'avoir un enfant est une souffrance qui doit être prise en compte. En revanche, il réaffirme son opposition à la GPA, la gestation pour autrui. Feu vert pour l'autoconservation des ovocytes. Concrètement, une femme pourrait par exemple faire congeler ses ovocytes à 25 ans. À 39 ans, elle désire un enfant mais elle est moins fertile. Elle pourrait alors récupérer ses ovocytes et se faire inséminer. Le comité souhaite rendre possible la levée de l'anonymat du don de sperme. Aujourd'hui, un enfant issu de ces dons ne peut pas retrouver le donneur. Désormais, si le donneur est d'accord, l'enfant pourrait accéder à ses origines. Sujet sensible, celui de la procréation post-mortem. Une femme dont le mari est décédé pourrait utiliser son sperme précédemment congelé pour avoir un enfant. Avis favorable du comité, qui s'était jusqu'alors toujours prononcé contre. Sur le thème de la fin de vie, le comité recommande le statu quo. Il ne souhaite pas la modification de la loi Claes-Leonetti de 2016. Cette loi permet aux médecins de plonger un patient dans le coma, d'arrêter les traitements jusqu'à son décès, mais n'autorise pas l'euthanasie. La hausse des températures fait fondre les bénéfices du voyagiste Thomas Cook. Les Anglais, les Scandinaves et les Allemands ont pour beaucoup préféré passer l'été sur leur terre, sur leurs côtes, profitant d'un temps extrêmement doux et ensoleillé. Thomas Cook a alors dû faire de grosses promotions pour les attirer en Turquie et en Grèce. Et son chiffre d'affaires s'en ressent. Arnaud Comte, Anto Philippi. Jusqu'à 35 degrés à Londres. Des Anglais en maillot dans les rues et sur le littoral. Des plages bondées comme jamais. Les Britanniques ont vécu l'été le plus chaud de ces 42 dernières années. Une douche froide pour les voyagistes britanniques, dont le géant Thomas Cook, qui se dit aujourd'hui en grande difficulté. L'été 2018 a été marqué par une longue période de chaleur à travers l'Europe. De nombreux clients ont passé juin et juillet à la maison pour profiter de l'ensoleillement. D'habitude, on part en Espagne ou en France, mais cette année, il faisait assez chaud ici. C'est comme un bain, on se croirait à Ibiza. Conséquence inattendue, près d'un quart de la valeur boursière du groupe a fondu ces derniers jours. Du jamais vu, selon les analystes. C'est une conjonction de mauvaises nouvelles pour Thomas Cook. Ça a été le plus bel été depuis des décennies au Royaume-Uni. Et en même temps, la livre sterling s'est effondrée face à l'euro, avec la perspective du Brexit et ce que cela implique pour l'économie. Et ce n'est pas terminé. Selon Thomas Cook, cet été caniculaire a aussi un impact sur les réservations pour l'hiver prochain. Elles sont en baisse de 2%, malgré les importants rabais accordés par l'agence de voyage. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le budget vacances des Britanniques profite cette année largement à l'économie locale, avec un taux record de réservations dans les stations balnéaires du pays. Les voyagistes misent donc maintenant sur le prochain coup de froid.
C'est un documentaire événementiel que diffuse France 2 ce soir, Histoire d'une nation. L'enjeu, raconter l'histoire de France à travers les différentes vagues migratoires de 1870 à 2005. De nombreuses personnalités y retracent leur parcours familial, comme Michel Simès, Camélia Jordana ou encore José Garcia. On regarde un extrait. Les gares résonnent aussi en espagnol. Eux aussi fuient en masse la misère et la dictature, celle du général Franco. Dans les immeubles bourgeois du 16e arrondissement, les concierges portugais occupent les loges et les bonnes espagnoles les chambres de service. Elles ont pris le relais des bonnes bretonnes. J'ai été élevé dans le 16e arrondissement parce que c'était l'endroit où mes parents pouvaient travailler. Et comme on logeait à domicile, généralement dans les familles chez lesquelles on travaillait pendant des années, parce qu'il y avait une vraie affection, une vraie complicité. Dans les premiers temps, on était dans des petites chambres de bonne. Moi, je dormais avec ma mère et mon père était dans une autre chambre. Donc voilà, donc c'était un mix entre la petite chambre de bonne qui était peut-être au 6e étage et puis des appartements sublimes avec des parfums, des œuvres d'art. À une époque, il fallait servir en livret. Moi, mon père, il avait carrément le truc de Nestor, de Tintin, quoi. Donc, je le trouvais beau, je trouvais qu'il était beau. Et puis, alors, quand il était habillé avec les gants, la galère, c'était de prendre des grands plateaux d'argent avec les gants blancs. Et le documentaire sera diffusé en 2 fois. Un débat animé par Julien Bugier prolongera la soirée. C'est la plus grande réserve d'eau douce de la planète. Les Russes en sont extrêmement fiers et l'ont baptisé la perle de Sibérie. Le lac Baïkal étouffe, suffoque sous l'effet conjugué d'une pollution chimique et de tonnes de déchets plastiques. Voyez ce reportage de notre correspondant à Moscou, Dominique Derda, avec Patrice Achéré et Irina Golovkova. C'est le plus ancien et le plus profond de tous les lacs du monde. 600 km de long, 80 de large et des fonds à plus de 1600 mètres. Le lac Baïkal à lui seul contient 20% des réserves d'eau douce de la planète. Ici vivent des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs, comme ces phoques, Nierpa. Un trésor inestimable inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Mais un trésor en péril. Il suffit pour s'en convaincre de plonger à quelques mètres à peine de profondeur. Sur des hectares entiers le long des côtes, ces algues filamenteuses, comme une mousse gluante, des spirogyres. Leur présence massive, selon les chercheurs de l'Institut de limnologie d'Irkoutsk, indique un niveau de pollution élevé. Ces scientifiques sont les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme il y a une dizaine d'années. Ces algues envahissantes s'accrochent à toutes les autres plantes et elles les asphyxient. Regardez comme c'est triste. Voilà ce qu'il est devenu notre Baïkal. L'origine de cette pollution, les eaux usées de ces villages qui ne cessent de s'étendre. Ici, à Lystvianka, en 2009, il n'y avait que 8 hôtels. Il y en a 82 aujourd'hui. L'unique station d'épuration ne suffit plus à la tâche. Tout ou presque finit dans le lac. Si on compare la qualité des eaux du lac aux abords de zones habitées et dans les zones où il n'y a que très peu d'habitations, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas que sous l'eau que la pollution du lac atteint un niveau inquiétant. Sur ses rives aussi, et c'est là encore la conséquence directe du développement du tourisme. Chaque année, à la fin de l'été, des bénévoles par centaines se réunissent pour une grande opération de ramassage. Une campagne de sensibilisation que finance un groupe industriel dirigé par un proche de Vladimir Poutine. Mais pour quelques tonnes de détritus collectés, combien en reste-t-il encore dans des décharges à ciel ouvert comme celle-ci? Il n'existe dans la région aucun système de tri des ordures ménagères, aucun centre de retraitement performant. Longtemps, c'est cette gigantesque usine de pâte à papier, un monstre datant de l'époque soviétique, que les défenseurs de l'environnement ont accusé d'être la principale source de pollution du lac.
la plus visible aussi. En un demi-siècle, elle a rejeté dans les eaux claires du Baïkal des millions de mètres cubes de sulfate, de phénol, de chlore. Alexandre Moskvin pratique la pêche depuis l'enfance. Il n'a pas oublié ces jours où la surface du lac ressemblait à un bain moussant, à l'odeur insoutenable. Il y avait une mousse jaunâtre, des cadavres de phoques, toutes sortes de saletés qui flottaient en plein milieu du Baïkal. Je m'en souviens, c'était en 93-94. À l'époque, tout le monde s'en fichait de l'environnement. On n'a jamais su ce que rejetait l'usine de cellulose. Sous la pression des écologistes, l'usine a fermé définitivement en 2013, mais le site n'a toujours pas été dépollué. Alexandre Soutourine étudie depuis des années les effets de ces rejets sur la faune et la flore. Et il est inquiet. Il craint qu'un glissement de terrain ne précipite dans le lac les déchets toxiques entreposés dans ces bassins de rétention à flanc de colis. S'il y avait une coulée de boue, elle emporterait tout sur son passage, jusque dans le Baïkal. Des éléments chimiques et d'autres éléments organiques qui se trouvent ici et qui, une fois dans le lac, tueraient tous les poissons et tous les autres êtres vivants. On dit du lac Baïkal qu'il est la perle de la Sibérie, mais son éclat est de plus en plus terne. Les autorités russes ne semblent toujours pas avoir pris la mesure des dangers qui le menacent. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo de Chloé Nabédian, suivi du feuilleton Un si grand soleil, puis les 2 premiers volets du documentaire Histoire d'une nation, avec ensuite un débat présenté par Julien Bugier. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Bonne soirée sur France 2, à demain.